Bonjour, je m'appelle Rowan. Le jour du 60e anniversaire de ma mère, j'ai vu mon beau-père la gifler, puis se tourner vers moi et dire que nous n'étions que des fardeaux. Mon demi-frère nous a poussés vers la porte en jurant, oubliant que chaque centimètre carré de ce pantouse était payé par moi. Les factures, les repas, le toit au-dessus de leur tête, financés par $8000 par mois provenant de mon propre héritage. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai emmené ma mère, je les ai coupés, j'ai vendu le pantouse et j'ai levé le voile sur tous les mensonges derrière lesquels ils vivaient. Mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas une question d'argent. C'était une question de survie. Et la guerre qu'ils ont commencée, je l'ai terminée, mais pas avant qu'ils n'essaient de détruire tout ce qu'il me restait. Alors, voici la vérité. Connaissez-vous vraiment votre famille ou seulement la version à laquelle ils vous laissent croire? Dallas se rafraîchissait pour la soirée alors que je conduisais vers le pantouse. Le ciel gardait encore une faible ligne orange derrière les bâtiments, le genre de lueur qui rendait la ville plus douce qu'elle ne l'était en réalité. J'avais une petite boîte dans ma poche, un simple collier que j'avais acheté pour le 60e anniversaire de ma mère. Rien d'extravagant, juste quelque chose qui, je le savais, la ferait sourire. Elle a toujours aimé les cadeaux qui avaient l'air personnels, jamais les choses chères. Ceci la mettait mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Lorsque je suis sorti de l'ascenseur et que je suis entré dans le foyer, l'odeur familière de sa cuisine s'est répandue. Cela m'a fait faire une pause pendant un moment. Cet appartement avait englouti plus de mes revenus que n'importe quel autre endroit où j'avais vécu, même si je ne l'ai jamais considéré comme un chez-moi. $8000 par mois. Hypothèque, frais de copropriété, électricité, assurance, sa couverture médicale, l'épicerie, des morceaux de ma vie cédés pour qu'elle n'ait pas à ressentir de pression. Elle ne l'a jamais demandé. J'ai pris cela sur moi. À l'intérieur, ma mère se déplaçait silencieusement dans la cuisine, plaçant des assiettes sur le comptoir. Arlon était assis en bout de table comme s'il était chez lui, les épaules raides, la mâchoire serrée. Daxton, son fils, était affalé sur une chaise, les yeux rivés sur son téléphone comme s'il attendait l'arrivée de quelqu'un de plus intéressant. Maman a souri quand elle m'a vu. C'était doux, un peu fatigué. Je l'ai serrée doucement dans mes bras. Elle a toujours semblé plus petite qu'elle ne l'était, comme une personne qui a appris à se replier pour s'adapter à la pièce. Le dîner a commencé lentement. Elle a préparé du poulet au four, des haricots verts, du pain de maïs, des choses simples qu'elle aimait. Quand elle a posé l'assiette devant Arlon, il a tapé sur le bord avec sa fourchette et lui a jeté ce regard qu'il réservait au moment où il avait l'impression que le monde ne se pliait pas assez vite à ses désirs. « C'est froid », a-t-il dit. Elle s'est raidie. « Ça sort juste du four. » Eh bien, ça n'a pas ce goût-là. Daxton a gloussé à voix basse, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai gardé les yeux baissés, respirant régulièrement. J'ai vécu avec ce ton pendant des années, pas chez moi, mais à travers les appels téléphoniques silencieux de ma mère, ceux où elle faisait semblant que tout était normal. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Maman, ça a l'air bon. Ça sent bon aussi. Arlon m'a jeté un coup d'œil. Personne ne t'a rien demandé. Ma mère a murmuré, Arlon, s'il te plaît. C'est mon anniversaire. Essayons de manger. Mais il n'avait pas fini. Toi et ton fils voulaient toujours quelque chose. Vous avez toujours besoin que quelqu'un d'autre nettoie vos dégâts. C'est alors qu'elle s'est redressée plus que je ne l'avais vue depuis longtemps. Je ne veux pas d'ennui ce soir. Pourrais-tu baisser la voix? Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Son visage est devenu d'un rouge profond. Avant que je ne comprenne ce qui se passait, sa main a frappé sa joue avec un claquement qui a fait rétrécir la pièce. Vous êtes tous les deux un fardeau, a-t-il dit. J'ai figé. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que quelque chose en moi s'est brisé d'une manière que je ne pouvais plus cacher. J'avais vu des disputes, des insultes, une cruauté silencieuse. Mais c'était différent. C'était une ligne franchie si brutalement qu'il était impossible de prétendre que ce n'était pas arrivé. Je me suis interposé entre eux et j'ai gardé ma voix stable. Tu ne la touches plus. Arlon s'est penché en avant. Tu crois que tu es une sorte de héros. Ce n'est pas ta maison. Tu ne fais pas les règles ici. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Daxton s'est approché, tenant toujours son téléphone comme si nous avions interrompu le divertissement qu'il avait en cours. Pars, a-t-il dit. Il m'a poussé en premier.
Ce n'était pas un coup dur. Plutôt une poussée destinée à montrer qu'il le pouvait. Lorsque ma mère a tendu la main vers mon bras, il l'a poussée aussi, nous faisant trébucher tous les deux vers la porte. Nous n'avons besoin ni de l'un ni de l'autre, a-t-il ajouté. Allez-vous-en. Maman a essayé de retrouver son équilibre et son mouchoir vert est tombé de sa main. Elle l'emportait toujours avec elle, un petit carré de tissu qu'elle avait brodé il y a des années. Je l'ai ramassé automatiquement et l'ai glissé dans ma poche en l'étudiant. La porte s'est refermée derrière nous avant que je ne trouve les mots. Le couloir était plus froid qu'à l'extérieur. Elle tremblait, murmurant des excuses qu'elle ne devait pas. Je suis resté immobile pendant un moment, regardant la porte fermée, mon cœur battant sourdement dans mes oreilles. Ils croyaient vraiment qu'ils étaient propriétaires de la vie que je payais. Ils croyaient que la gentillesse était une faiblesse. Ils croyaient que ma mère appartenait à l'humeur qui contrôlait cette maison. J'ai baissé les yeux sur le mouchoir dans ma main. Les coutures étaient usées dans les coins. Les initiales de ma mère étaient encore visibles, fanées, mais là. Quelque chose en moi s'est aligné avec une clarté qui n'avait pas besoin d'être prononcée. S'ils n'ont pas besoin de moi, dis-je doucement, ils ne m'auront pas. J'ai ramené ma mère chez moi, et pour la première fois, elle ne m'a pas dit de leur pardonner. Elle n'a pas murmuré qu'il fallait maintenir la paix et ne m'a pas demandé de laisser tomber. Juste cette fois, elle s'est assise à côté de moi en silence, une main posée sur ses genoux, l'autre pressée doucement contre sa joue là où Arlon l'avait frappée. La nuit était calme lorsque nous sommes arrivés dans mon allée. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur la cour avant. Je me suis garé, je l'ai aidée à sortir et je l'ai conduite lentement dans la maison. Elle a grimacé un peu en bougeant, ses épaules raides. À l'intérieur, la chaleur de mon salon contrastait fortement avec ce que nous venions de quitter. J'ai pris son manteau, je l'ai drapé sur le dossier du canapé et je l'ai doucement fait asseoir sur les coussins. Elle a regardé autour de la pièce comme si elle ne la connaissait pas, même si elle était venue ici des dizaines de fois. « Je vais bien », a-t-elle dit, en essayant de sourire. « Ce n'est rien. »« Tu n'es pas obligé de dire ça », ai-je dit doucement, en m'agenouillant devant elle. « Tu n'es plus obligé de faire semblant. » Ses doigts ont instinctivement effleuré le bord de sa joue, essayant de couvrir la marque rouge, même si elle savait que je l'avais déjà vue. Je n'ai pas insisté. Je suis juste resté assis là pendant un moment, attendant que sa respiration se calme. « J'ai tout gâché », a-t-elle murmuré. Je n'aurais rien dû dire. « Tu n'as rien gâché », ai-je dit, d'une voix basse. Ce sont eux qui ont tout gâché. Et peut-être qu'il est temps que nous arrêtions de protéger les gens qui ne nous ont jamais protégés. Elle n'a pas répondu, s'est contentée de détourner le regard, honteuse. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Quelque chose avait changé. Plus tard dans la nuit, une fois qu'elle a été couchée dans la chambre d'amis, je me suis assis dans mon bureau avec un verre d'eau, fixant mon ordinateur. Je ne savais pas ce que je cherchais exactement, juste que j'avais besoin de faire quelque chose. J'ai ouvert mes dossiers financiers. Il n'a pas été difficile de trouver ce dont j'avais besoin. Virements automatiques, relevés de services publics, cotisations de l'association de propriétaires, factures d'urgence, tout, jusqu'au code-part dentaire, provenait de mes comptes. 8 000 $ par mois, parfois plus. J'ai fait défiler les chiffres et j'ai réalisé que je n'avais manqué aucun paiement depuis plus de 5 ans. Arlon n'avait rien payé. Daxton, pas un centime. Mon estomac s'est tordu. J'ai repensé à chaque réunion de famille, à chaque sourire narquois de Daxton quand j'apportais des provisions, à chaque fois qu'Arlon levait les yeux au ciel devant un cadeau que je faisais à maman, à tous les petits signes que j'avais ignorés. Je me suis dit qu'il valait mieux garder la paix. Maman m'avait dit ça une fois. Gardons la paix. C'est plus facile comme ça. Et je l'avais respecté tranquillement, fidèlement, stupidement. Je me suis appuyé contre mon fauteuil, me frottant l'arête du nez. Je voulais ressentir de la rage, mais elle n'était pas là. Pas encore. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, une clarté que je ne m'étais pas permise depuis des années. J'ai cliqué sur un lecteur nuagique que j'utilisais rarement, essayant de trouver un ancien reçu. Mais quelque chose a attiré mon attention. Un dossier intitulé Audio Maison Intelligente Penthouse. J'ai cligné des yeux. J'avais aidé à installer le haut-parleur intelligent de maman il y a des années. Il s'avère qu'il est toujours sauvegardé sur mon nuage. Curieux, j'ai ouvert le dossier et cliqué sur le premier fichier. Il a craquelé pendant un moment. Puis j'ai entendu la voix d'Arlon.
Le garçon pense que payer les factures le rend important. Daxton Harry. On va le traire jusqu'à ce qu'il soit sec. Je suis resté figé. Un autre fichier. Encore Arlon. Si Marlo n'était pas si faible, elle lui dirait d'arrêter de se montrer. J'ai arrêté de respirer pendant un moment, pas parce que ça faisait mal, mais parce que tout est soudainement devenu clair. Ils ne m'ont jamais considéré comme faisant partie de la famille. J'étais un compte bancaire, un guichet automatique silencieux sans opinion ni limite. Chaque visite, chaque fête, chaque sacrifice silencieux. Je ne faisais que financer leur vie tout en étant moqué à huis clos. Ma main a légèrement tremblé lorsque j'ai cliqué sur un autre fichier, juste plus de la même chose. Condescendance, arrogance, moquerie. Mon nom utilisé comme une chute. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Ce qui s'est abattu sur moi était trop propre pour ça. C'est à ce moment-là que tout est devenu simple. On a frappé à la porte du bureau. J'ai mis l'audio en pause. Entrez. Elle s'est entr'ouverte et maman est entrée, le visage pâle, les yeux rouges. Elle a dû entendre quelque chose du couloir. Elle a vu l'écran, le dossier, l'audio qui jouait encore doucement. Elle a couvert sa bouche. Oh mon Dieu, Rowan. Je ne savais pas qu'il disait ça. Je ne savais pas. Je me suis levé et je me suis dirigé vers elle avant qu'elle ne puisse dire un autre mot. Arrête. Tu n'as pas à t'excuser pour eux. Plus maintenant. Des larmes ont coulé sur sa joue. J'aurais dû te protéger. Je l'ai prise dans mes bras. Maman, rien de tout ça n'est de ta faute, mais ça se termine ce soir. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Après qu'elle a quitté la pièce, je me suis retourné vers le bureau, j'ai ouvert un dossier sécurisé et j'ai sorti les documents juridiques que j'avais enfouis pendant des années. Compte d'héritage, acte de propriété du Penthouse, conditions de transfert. J'ai commencé à lire attentivement, ligne par ligne, sans plus de réaction. Cette fois, j'allais agir comme un homme qui n'avait rien à perdre et toutes les raisons d'agir. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas seulement profité de moi. Ils avaient réécrit ma place dans ma propre famille. Au lever du soleil, je suis retourné au Penthouse, non pas pour me réconcilier, mais pour voir ce qu'il cachait d'autre. Ma mère dormait encore quand je suis parti. Je ne lui ai pas dit où j'allais. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait voulu le savoir. Les rues étaient calmes, le genre de calme qui ne se produit que juste avant que la ville ne se réveille complètement. Je me suis garé dans la section des visiteurs de l'immeuble, pas dans l'emplacement assigné que je payais. Je ne voulais aucune trace de familiarité avec moi. Pas aujourd'hui. En traversant le hall d'entrée, le réceptionniste, Jerry, un homme à qui j'avais parlé peut-être 2 fois, m'a fait un signe de tête avec ce ton respectueux que je l'avais entendu utiliser pour les résidents de longue date. « Bonjour, monsieur Vance », a-t-il dit. « Je ne vous attendais pas si tôt. » J'ai fait un bref signe de tête. Je vérifie juste quelques petites choses. Il a souri poliment et a regardé son écran. Il n'a pas posé de questions, probablement parce qu'il savait qui signait vraiment les chèques ici. En montant dans l'ascenseur, j'ai regardé mon propre reflet dans les portes en acier inoxydable. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air détaché. Et je pense que c'était pire. Quand je suis entré dans le Penthouse, l'odeur m'a frappé en premier. Du whisky bon marché, des plats à emporter rassis, quelque chose de brûlé dans l'évier. L'endroit était un gâchis. La télévision hurlait toujours, sans surveillance. Un jeu télévisé faisait clignoter des lumières colorées sur les murs. Des chaussures traînaient dans le couloir. Du linge à moitié entassé dans un panier. Une canette de bière roulait paresseusement sur le carrelage. Ça ne ressemblait pas à une maison. Ça ressemblait à une décharge où quelqu'un s'était écrasé, payé par quelqu'un d'autre. J'ai traversé lentement le salon, en m'imprégnant de tout. Le tapis que j'avais aidé maman à choisir était taché. L'œuvre d'art sur le mur, un cadeau de moi à Noël dernier, était de travers, un coin se décollant. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un se souciait de l'espace ou de qui le leur avait donné. J'ai atteint le placard du couloir, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à fouiller. Je ne savais pas ce que je m'attendais à trouver. Mais je l'ai trouvé quand même. Des piles de courriers, de cartes, de lettres, de documents qui n'avaient rien à voir avec moi, sauf qu'ils avaient tout à voir avec moi. Une carte de Noël d'un de mes cousins adressée à Arlon. Merci pour tout ce que tu fais pour tante Marlo.
J'ai entendu dire que tu t'occupais de tout. Tu es un homme bon. Mes mains se sont crispées. Puis des courriels imprimés et pliés de Daxton à certains de ses amis. Mon père paie tout l'endroit. Rowan n'est qu'un nom sur le bail. Un autre, il aime se montrer de temps en temps pour faire le héros. On le laisse faire. Tout ce qui fait rentrer l'argent. Je n'ai pas pu bouger pendant quelques secondes. Je suis resté là avec les papiers dans ma main, respirant à travers les dents serrées. Ils n'ont pas seulement pris l'argent, ils ont pris le crédit. Ils ont réécrit le récit. Alors, je suis devenu le cas de Charité. Toutes ces années, les anniversaires, les fêtes, les factures d'hôpital, même un système de sécurité à domicile que j'ai installé moi-même, ils s'étaient dépeints comme les fournisseurs. Et moi? J'étais juste l'idiot qui continuait à se montrer. La gifle. La nuit dernière n'était pas la coupure la plus profonde. C'était celle-ci. J'ai laissé tomber les papiers et je me suis dirigé vers la cuisine. C'est là que je me suis souvenu du haut-parleur, le même modèle dont j'avais trouvé les fichiers la nuit dernière. J'ai de nouveau accédé aux journaux vocaux, en faisant défiler jusqu'à ce que je voie un fichier datant d'il y a 2 semaines. J'ai hésité un instant, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Daxton qui riait. Elle s'effondre, mec. Vieille, lente et tellement dramatique. Mais bon, quand elle craque, Rowan paiera la facture. Papa sait comment tirer les ficelles. Le rire qui a suivi était suffisant, confiant, cruel. Elle est pathétique, mais utile. C'est ça l'astuce. Tu la gardes effrayée, tu la gardes silencieuse. Rowan n'arrêtera pas de payer s'il pense qu'elle souffre. J'ai figé. Il ne se moquait plus seulement de moi. Il parlait de ma mère comme si elle était un pion, quelque chose de cassable, quelque chose à manipuler. Et soudain, le dégoût s'est transformé en quelque chose de plus vif, de plus propre. C'était ça. Ils n'étaient pas seulement ingrats. Ils étaient dangereux. Arlon l'a frappé. Daxton l'a utilisé. Et je me tenais entre eux et les conséquences depuis des années. Plus maintenant. Je me suis éloigné du haut-parleur, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Michael, mon avocat. Je n'ai pas encore tout expliqué, j'ai juste dit que j'avais besoin de le rencontrer de toute urgence. Il a entendu quelque chose dans ma voix et n'a pas posé de questions. J'ai mis fin à l'appel et j'ai mis la main dans la poche de ma veste. Le mouchoir vert était toujours là, plié soigneusement. Je n'avais pas réalisé que je l'avais emporté avec moi, mais d'une manière ou d'une autre, ça avait du sens. Je l'ai tenu pendant un moment, mon pouce courant le long du bord. La couleur me rappelait le printemps, le jardin que maman avait l'habitude d'entretenir avant que la vie ne l'use. Plus jamais, ai-je dit à voix haute. J'ai éteint la télévision, j'ai éteint le haut-parleur et j'ai quitté le Penthouse sans me retourner. J'avais essayé de les protéger pendant des années, mais à midi, j'ai réalisé que je devrais protéger ma mère d'eux. Lorsque mon avocate a décroché le téléphone, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Rowan, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci » Il n'y a pas eu de bavardage, pas de plaisanterie. Emory Clark me connaissait assez bien pour reconnaître que quelque chose n'allait pas, juste à la façon dont je respirais dans le récepteur. J'ai expiré lentement. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait la nuit dernière, Emory. C'est ce qu'ils font depuis des années. Et je pense qu'il est temps que j'arrête de faire semblant de ne pas le voir. Je lui ai tout raconté. La gifle, la poussée, les enregistrements, l'argent, les mensonges. J'ai parlé comme quelqu'un qui arrachait du poison de sa propre peau. Lentement, prudemment, mais avec détermination. Pour la première fois depuis des années, je ne leur cherchais pas d'excuses. Je ne lissais pas les choses. J'ai juste laissé la vérité s'asseoir là, laide et nue. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai terminé, il y a eu une pause. Rowan, a-t-elle dit doucement, j'attendais cet appel. Cela m'a surpris. Tu savais? Je soupçonnais, a-t-elle admis, mais tu as toujours insisté pour que ce soit sous contrôle. Qu'ils avaient juste besoin de temps ou de grâce ou quoi que ce soit que tu te disais pour continuer à leur accorder le bénéfice du doute. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, une main agrippant le bord. J'ai besoin de savoir s'il y a plus, ai-je dit. Quelque chose que j'ai manqué. Elle s'est arrêtée à nouveau, tapant en arrière-plan. Laisse-moi sortir les derniers rapports de surveillance que nous avons exécutés sur ton portefeuille. Quelques secondes se sont écoulées. Puis son ton a changé.
Oh mon Dieu! Quoi? Rowan, Arlon a essayé d'accéder à tes comptes d'investissement à plusieurs reprises. J'ai cligné des yeux. Quoi? Au cours du dernier mois, il a échoué. La sécurité l'a bloqué à chaque fois, mais il a essayé. Pas seulement une fois. 3 connexions différentes à partir de l'adresse IP du Pentouse. Ce n'est pas accidentel. Je suis resté là, stupéfait. C'est une fraude. Ça l'est. C'est une tentative d'usurpation d'identité. Manipulation financière au mieux, criminelle au pire. Mon estomac s'est retourné. Je savais qu'il profitait de moi, mais essayait de pénétrer dans mes comptes. Ça a dépassé toutes les limites. Je ne me faisais pas seulement exploiter. J'étais une cible. Je me suis frotté le front. Les laisser tranquilles la nuit dernière n'était pas suffisant, n'est-ce pas? Non, ce n'était pas suffisant, a-t-elle dit doucement. Ils ne vont pas te laisser partir tranquillement, surtout si cela signifie que leur confort disparaît avec toi. Elle avait raison. Laisser tomber, espérer qu'il se calme. Ce n'était pas de la protection. C'était de la permission. Quelle est notre prochaine étape? J'ai demandé. Nous sécurisons tes actifs complètement. Je vais commencer les documents ce matin, et je veux que tu vérifies auprès de l'association de propriétaires au Pentouse. Quelque chose me tracasse. J'ai hoché la tête, marchant déjà vers mon bureau à domicile. Je vais les appeler maintenant. Le gestionnaire de l'association de propriétaires a répondu après quelques sonneries. Son nom était Denis, d'âge moyen, poli, semblait toujours nerveux quand je visitais l'immeuble. Monsieur Vance, bonjour. Tout va bien? J'espère que oui, ai-je répondu. J'avais juste quelques questions. Y a-t-il eu des plaintes déposées à mon sujet récemment au Pentouse? Il y a eu une pause assez longue pour me serrer la poitrine. Monsieur Vance. Je n'étais pas sûr de devoir en parler avant, mais oui, il y en a eu plusieurs. Plainte pour bruit, comportement hostile, paiement manqué sur les frais partagés, le tout à ton nom. J'ai fermé les yeux. Qui les a déposés? Ton beau-père et, je crois, ton frère. Du moins, c'est ainsi que les formulaires ont été signés. Ma mâchoire s'est serrée. Et tu les as crus? Eh bien, ils sont listés comme résidents et tu n'as pas vécu là, alors nous avons supposé. Je l'ai interrompu calmement. Vous avez supposé à tort. Je paie tous les frais et je n'ai pas élevé la voix une seule fois dans cet immeuble, pas même quand il a giflé ma mère. Silence à nouveau. Je vais envoyer des documents par l'intermédiaire de mon avocat. N'agis plus sur un mot de cet appartement sans me contacter directement. Compris? Oui monsieur. Absolument. J'ai raccroché et je me suis assis sur le porche arrière. La journée s'était légèrement réchauffée, mais j'avais froid. Mes mains étaient stables, cependant. Cela m'a surpris. J'ai regardé la cour, la clôture usée que je n'arrêtais pas de vouloir remplacer, les carillons éoliens qui bougeaient à peine dans la brise. Et j'ai pensé à chaque fois que j'avais laissé quelque chose passer, à chaque fois que j'avais choisi la paix plutôt que la vérité, à chaque fois qu'ils avaient transformé ma gentillesse en arme. J'aurais dû le voir venir. Les pics subtils, les voyages de culpabilité, la façon dont Arlon réussissait toujours à se faire le centre de l'attention de maman, même quand elle était malade. La façon dont Daxton empruntait de l'argent et oubliait. Les histoires qu'il racontait aux autres pendant que j'étais dans la pièce en faisant semblant de ne pas les entendre réécrire notre famille. Plus maintenant, ai-je murmuré. J'ai rappelé Emory. Plus d'argent, ai-je dit. Pas un centime, à compter d'aujourd'hui. Elle n'a pas argumenté. Je vais faire rédiger et envoyer la mise en demeure. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi certain. Alors que je terminais l'appel, j'ai regardé le ciel. Il était clair maintenant. Pas de nuages, pas de brouillard, juste une clarté vive et froide. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas me noyer dans leur chaos. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Je pensais que couper l'argent les calmerait. Mais le soir, j'ai réalisé que cela ne faisait que les rendre désespérés. Au moment où mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt, j'ai su qu'Arlon et Daxton avaient trouvé une nouvelle façon de riposter. Au début, j'ai cru que c'était du spam. Des numéros inconnus illuminant mon écran toutes les quelques minutes. Mais ils ne se sont pas arrêtés. L'un après l'autre. Pas de messages vocaux,
pas de SMS, juste un flux constant d'appels manqués. Puis sont venus les coups sur ma porte d'entrée. Pas un coup. Des coups. Vifs. Urgents. J'ai ouvert la porte avec prudence et j'ai trouvé 2 agents en uniforme debout sur mon porche sous la lumière jaune du Porsche. Monsieur Rowan Vance, a demandé l'un, jetant déjà un coup d'œil derrière moi dans la maison. Oui. Est-ce que quelque chose ne va pas? Nous répondons à une vérification de bien-être, a déclaré l'autre agent. Un rapport est arrivé selon lequel tu criais à l'intérieur, menaçant de te faire du mal et éventuellement de détruire des biens. J'ai cligné des yeux. Quoi? Le plus grand s'est déplacé, essayant de regarder derrière moi à nouveau. Es-tu seul dans la maison? Oui, mais c'est une erreur. Je vais bien. Nous devrons quand même entrer, monsieur. J'ai reculé à contre-cœur, le cœur battant alors qu'ils entraient. Ils ont scanné le salon, la cuisine et le couloir, prenant note de tout. L'air était tendu, lourd de l'implication. Monsieur, a dit finalement un agent, l'appelant à affirmer que tu avais crié « Je ne peux plus faire ça », et que tu brisais des choses. J'ai expiré fort, essayant de rester calme. Personne n'est venu ici. Je n'ai même pas élevé la voix. Ils se sont regardés. Le plus jeune des agents s'est légèrement adouci. Parfois, les gens déposent ces appels malicieusement. Des litiges d'héritage, des combats immobiliers, de l'argent de la famille. Nous en avons vu. Cela m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas seulement une tactique d'intimidation aléatoire. C'était une stratégie documentée utilisant les forces de l'ordre pour faire paraître quelqu'un d'instable. Pour créer un dossier. J'ai regardé l'agent dans les yeux. C'était mon beau-père et mon frère. Je leur ai coupé les vivres ce matin. Il a fait un lent signe de tête. Sache juste que quelqu'un est en train de constituer un dossier sur toi. Après leur départ, je suis resté au centre de mon salon. Le silence qui a suivi était plus fort que les coups sur la porte. Les lumières étaient encore allumées, mon téléphone vibrait encore de temps en temps sur le comptoir, mais je me sentais exposé, violé, comme s'ils avaient pénétré dans mon esprit, et pas seulement dans ma maison. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais à cause de la prise de conscience que cela allait devenir plus moche. Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir. Mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois, Emory. Rowan, dit-elle sans dire bonjour. Nous avons un problème. Bien sûr que oui. L'un de vos comptes secondaires a déclenché une alerte de fraude. Quelqu'un a essayé de transférer des fonds avec un formulaire signé numériquement. Je viens de recevoir le courriel. Elle l'a transféré immédiatement. Je l'ai ouvert et je l'ai regardé fixement. Mon nom, mon compte et, en bas, une signature. Ça avait presque l'air authentique. Mon nom, la courbe des lettres, la traînée que j'ajoutais toujours au dernier E. Mais ce n'était pas la mienne. C'était proche, bâclé. Un travail de copier-coller avec juste assez de soin pour tromper quelqu'un qui n'y connaissait rien. Daxton. Il a toujours été bon en technologie, mais pas assez pour vaincre le système de détection de fraude d'une banque. J'ai regardé le document, la bille montant. Ils allaient tout voler, ai-je murmuré. Emory n'a rien dit pendant un long moment, puis a dit doucement, c'était planifié, Rowan. Rien de tout cela n'est spontané. Il s'y prépare depuis des mois. Je me suis assis lentement sur le bord du canapé, le poids de tout me pesant sur la poitrine. Comment ai-je pu ne pas le voir, ai-je murmuré. Toutes ces années, toutes les factures, les dîners, les faveurs, je pensais faire ce qu'il fallait. Je pensais protéger ma mère. Tu l'as fait, dit-elle doucement. Tu ne savais juste pas de qui tu la protégeais. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. La honte m'a envahi. Non pas parce que j'avais été généreux, mais parce que j'avais ignoré les signes, parce que je m'étais convaincu que la famille signifiait quelque chose pour des gens qui ne m'ont jamais traité comme si j'étais des leurs. Une pensée sombre s'est insinuée. Peut-être que si je leur envoyais un autre paiement, peut-être qu'ils s'arrêteraient. Peut-être qu'ils auraient l'impression d'avoir gagné et qu'ils me laisseraient partir. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire, j'ai commencé à taper les numéros par mémoire musculaire. Une longue inspiration. Mon doigt planait au-dessus de « transférer ». Buzz, un texto. C'était une photo. Pas de mots, juste un cliché d'un voisin près du Penthouse. Le même qui m'avait demandé une fois de lui recommander un homme à tout faire.
La photo montrait Arlon et Daxton dans le hall, riant, un verre à la main, trinquant. La légende en dessous, on dirait qu'ils trinquent à la victoire. J'ai regardé l'image fixement, mon pouce figé au-dessus de l'écran. Quelque chose en moi a basculé. La honte, le doute, la panique, tout s'est transformé en une clarté vive et brûlante. Je suis sorti de l'application, j'ai supprimé le brouillon de transfert, j'ai supprimé tout le modèle de paiement. Ils n'avaient pas peur de me perdre. Ils avaient peur de perdre l'accès à ce que je contrôlais. Alors, le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de mon avocat et j'ai dit, il est temps d'arrêter de jouer la défensive. Emory Clark a levé les yeux de son bureau, ses yeux se plissant derrière ses lunettes. Elle ne m'a pas demandé de m'asseoir. Je n'avais pas besoin d'invitation. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en cuir, le cœur stable pour la première fois depuis des jours. Il n'y avait plus de place pour la peur, seulement des faits et de l'action. Elle a fait glisser un dossier vers moi sans un mot. À l'intérieur se trouvaient des journaux d'appel, l'heure de sa ligne de bureau y était inscrite. 3 tentatives, toutes provenant du même numéro, toutes provenant de Arlon. Il a utilisé votre nom légal complet, a-t-elle dit, son ton étant bref. La date de naissance aussi. Ma mâchoire s'est contractée. Je n'ai pas parlé. Il a prétendu être vous, a-t-elle poursuivi, et a demandé l'accès aux documents de votre fiducie. Il a dit qu'il y avait un changement d'urgence qui nécessitait un examen immédiat. J'ai baissé les yeux sur le papier. Mes informations utilisées comme un bélier contre ma propre vie privée. Ceci, a-t-elle ajouté, tapant sur le dossier avec son stylo, est l'usurpation d'identité d'un bénéficiaire de fiducie. C'est un crime au Texas. Quelqu'un l'a coaché, ai-je murmuré. Emory a hoché la tête. C'est exactement ce que je pensais. Un calme s'est installé entre nous. Pas le silence, juste l'attente. Cette prise de conscience que nous n'avions plus affaire à du désespoir. Nous avions affaire à de la préméditation, à de la planification, à des calculs. Il pense que je ne riposterai pas, ai-je dit doucement, parce que je ne l'ai jamais fait. Son regard a croisé le mien, calme mais inflexible. Vous le faites maintenant. Je me suis redressé. Nous gelons tous les comptes discrétionnaires liés aux Pantouzes. Service public, HOA, paiement automatique, carte de crédit. Il profitait de tout ça. Elle a cliqué sur son stylo. Autre chose ? Commencer les procédures de résiliation de l'occupation permissive. Ils veulent vivre comme des propriétaires. Qu'ils découvrent ce que les locataires légaux doivent faire. Emory a griffonné une note. Ils vont riposter. Je sais. Êtes-vous prêt à cela ? Ils ont transformé la police en arme, Emory, ai-je dit, la voix égale. Ils ont cessé d'être ma famille à partir du moment où ils ont décidé qu'il était plus facile de m'effacer que de me respecter. Pendant une seconde, son expression s'est adoucie. D'accord, Rowan, passons à l'offensive. Quand j'ai quitté son bureau juste après midi, quelque chose a changé en moi. L'air était différent, plus léger. Ou peut-être que j'étais juste moins accablé. Le centre-ville de Dallas bourdonnait autour de moi. Les voitures klaxonnaient, les gens parlaient, le rythme d'une journée de semaine se déroulait. Mais je me suis déplacé à travers tout cela avec une étrange forme de calme. Pas le genre qui vient de la paix, mais le genre qui naît du choix de la clarté plutôt que du chaos. Je me suis arrêté sur une place en plein air à proximité, juste devant une librairie que je visitais pendant mes pauses déjeuner, à l'époque où les choses semblaient normales. J'ai commandé un sandwich et un thé glacé et je me suis assis à l'une des tables extérieures ombragées. J'avais à moitié fini ma boisson quand j'ai entendu ça. Rowan. La voix était forte, perçante, destinée à attirer l'attention. Je me suis retourné. Daxton venait vers moi rapidement, un téléphone à la main, en train de filmer. Le voilà, a-t-il crié, en orientant sa caméra. Le voleur lui-même. Les gens se sont retournés, leurs têtes se sont levées de leur repas. Les conversations se sont figées. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi, le visage rouge, un sourire tordu de rage. « Allez, grand frère » a-t-il craché. « Dis-leur comment tu as volé mon héritage. Dis-leur comment tu as enfermé ta propre famille hors de sa maison. » Je me suis levé lentement, calme, maîtrisé. « Vas-y » a-t-il aboyé. « Frappe-moi. Tu sais que tu veux leur montrer qui tu es vraiment. » Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela,
Je me suis légèrement tourné vers l'agent de sécurité de la plaza, qui se dirigeait déjà vers nous. Appelez la police, ai-je dit clairement. Cet homme me harcèle et a des antécédents documentés de tentatives de fraude sur mes comptes. Daxton a cligné des yeux. J'ai gardé mes mains là où tout le monde pouvait les voir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais même pas l'air en colère, juste stable. Et cela a brisé son rythme. Il a baissé le téléphone pendant une fraction de seconde, juste assez pour perdre pied dans sa performance. « Tu es un lâche », a-t-il murmuré, plus doucement maintenant. « Je suis un témoin », ai-je répondu. « Et tout le monde l'est aussi. » L'agent de sécurité est intervenu, la radio crépitant. Daxton a regardé autour de lui, réalisant que les gens regardaient et pas avec sympathie. Il a désactivé la diffusion en direct, a marmonné quelque chose à propos de harcèlement judiciaire, puis a commencé à reculer. Lorsque la police est arrivée quelques minutes plus tard, j'ai calmement signalé la précédente tentative de transfert falsifié, le harcèlement et le précédent faux contrôle de bien-être. L'un des policiers a pris des notes pendant qu'un autre parlait à Daxton, qui s'était retiré au bord de la place. Je pouvais le voir gesticuler sauvagement, essayant d'expliquer quelque chose, n'importe quoi. Finalement, un policier s'est approché de moi. « Monsieur, d'après ce que nous avons examiné, il pourrait y avoir un cas d'intimidation et de fraude électronique. Souhaitez-vous déposer une plainte maintenant ou attendre votre avocat ? Emory s'en chargera, ai-je dit. Il a hoché la tête. Vous avez bien fait de rester calme. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. J'ai fait un petit sourire crispé. J'étais le commun des mortels avant. Alors que je retournais à ma voiture, quelque chose en moi se sentait différent. Pas plus léger, plus fort. Je ne faisais plus que leur survivre. Je les surpassais. Ils ne s'y attendaient pas. Et je savais maintenant que je n'avais pas besoin de leur respect. J'avais besoin qu'ils sortent de ma vie. Mais cette nuit-là, alors que je commençais enfin à respirer, ma sonnette a sonné et tout s'est aggravé à nouveau. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'enveloppe scotchée sur la vitre, j'ai su que ce n'était pas fini. Ils avaient trouvé un nouvel angle. Il était plus de 21 heures. La lumière du porche bourdonnait doucement derrière moi alors que je décollais l'épaisse enveloppe en manille de la porte. Saut légal, lourd, trop formel pour un bluff, trop soudain pour un malentendu. J'ai fermé la porte à clé derrière moi, je suis entré dans la cuisine et je l'ai posée sur la table. Mes doigts ont hésité une seconde avant de briser le sceau. À l'intérieur, les papiers étaient nets, épais, délibérés. J'ai parcouru la première page et les mots ont frappé plus fort que n'importe quelle gifle ne pourrait le faire. Requête d'ordonnance de protection. Allégation de coercition financière et de violence émotionnelle déposée par Arlon et Daxton contre moi. Ils m'accusaient, moi, de manipuler et d'isoler ma propre mère, d'exercer une influence indue sur elle, de contrôler ses finances, ses mouvements, ses soins, comme si je l'avais kidnappée de leurs bras aimants et que je l'avais enfermée. Je me suis assis sur la chaise et j'ai regardé le plafond. Je ne sentais même plus mes mains. La rage n'était pas encore arrivée. Ce n'était que du choc. Une trahison si précise qu'elle me coupait presque le souffle. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Emory. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. « Rowan, je viens de recevoir une citation à comparaître, ai-je dit, ma voix étant plate. Maltraitance envers les personnes âgées, manipulation financière. Ils ont déposé une réclamation. » Silence. Je vous avais dit qu'ils inverseraient l'histoire en premier. Ils essaient de vous piéger sous le regard du public, sur papier, au tribunal. C'est moi qui l'ai sauvé, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Je l'ai sorti de cet endroit. J'ai tout payé. Ils s'en fichent, a interrompu Emory. Il n'a jamais été question d'équité. Il s'agit de contrôler le récit. Vous êtes devenu trop puissant, trop vite. Maintenant, ils essaient de brûler l'histoire avant que vous puissiez la raconter. Je n'ai pas répondu. Mes yeux étaient fixés sur la dernière ligne de la requête. Ordonnance de protection temporaire demandée. Le défendeur ne doit pas contacter le sujet jusqu'à l'audience devant le tribunal. Sujet, Marlowe. Ma mère. J'ai mis fin à l'appel et j'ai essayé de l'appeler. Messagerie vocale. J'ai essayé à nouveau. Toujours rien. Quelque chose en moi s'est tordu. Serré. Primaire. J'ai attrapé mon manteau et mes clés et j'ai quitté la maison sans réfléchir.
Le trajet à travers la ville a été calme. L'air froid a traversé la fenêtre entr'ouverte alors que je dépassais des intersections faiblement éclairées et des stations-service endormies. Les rues étaient presque vides. Le calme rendait la peur plus forte. Lorsque je me suis garé dans l'allée de sa petite location, j'ai vu la lumière de son Porsche clignoter faiblement. Ses stores étaient baissés, la maison trop calme. J'ai frappé doucement. Il a fallu un long moment avant qu'elle n'ouvre la porte. Ses yeux étaient fatigués, creux, le genre de fatigue qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'être usé avec le temps. Elle n'a rien dit, elle a juste reculé pour me laisser entrer. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution. Elle a sursauté. Quand je me suis reculé, j'ai vu la légère ecchymose sur son poignet. « Maman » ai-je dit, la voix basse, stable. Que s'est-il passé? Elle a détourné le regard. Ils sont venus plus tôt. Arlon et Daxton. Je ne les ai pas laissés entrer. Mais ils ont laissé des choses. Des papiers, des menaces. Sa voix a hésité. Quelqu'un a appelé mon médecin, Rowan, a dit qu'il était un défenseur de la famille, a posé des questions sur ma mémoire, mes ordonnances. Il voulait qu'il note le déclin mental. Je l'ai regardé fixement, immobile. Ils ont dit que j'étais confuse, a-t-elle ajouté. Que je pourrais être en danger. L'infirmière m'a regardé comme si j'étais du verre fragile. Je me suis appuyé contre le mur, j'ai fermé les yeux. Ils ne réécrivaient pas seulement mon histoire maintenant. Ils s'en prenaient à la sienne, morceau par morceau. Ils veulent prouver que vous êtes instable, ai-je dit, pour étayer leur allégation de violence. Elle a hoché la tête lentement. Pour la première fois, elle s'est laissée pleurer. Des larmes silencieuses et épuisées qui glissaient sur ses joues sans essayer de les cacher. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai pris ses mains, en faisant attention à ses ecchymoses. Ce n'est pas votre faute, lui ai-je dit. Ils font ça parce qu'ils perdent le contrôle, parce que vous n'êtes plus sous leur toit. Ses épaules ont tremblé, et soudain, je l'ai vue, non pas comme ma mère, non pas comme la femme qui a maintenu notre famille unie pendant des décennies, mais comme quelqu'un qui a porté trop de choses pendant trop longtemps, quelqu'un qui a été traité comme un pion encore plus longtemps que moi. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Puis je me suis levé, j'ai essuyé mon visage. La décision avait déjà été prise avant que je ne franchisse sa porte, mais maintenant, elle brûlait comme du fer dans ma poitrine. Maman, ai-je dit, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges. Je mets fin à tout ça. À tout. Je suis sorti et j'ai composé le numéro d'Emory. Demain matin, ai-je dit, nous passons à l'étape supérieure. Je veux que toutes les voies légales soient ouvertes. Contre-poursuite complète, ordonnance d'éloignement, affidavit médical. Nous bougeons. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr. Parce qu'il ne s'agissait plus seulement de me protéger moi-même. Il s'agissait de protéger la femme qu'ils n'ont jamais pensé libérer. La femme qu'ils pensaient pouvoir réduire au silence avec de la paperasse et des mensonges murmurés. La femme qu'ils ont blessée sans jamais avoir l'intention de guérir. Cette pensée résonnait dans ma tête alors que je traversais le brouillard du petit matin en direction du bureau d'Emory. La ligne d'horizon n'avait pas encore percé complètement le gris, et la ville semblait silencieuse, comme si elle savait que quelque chose allait se briser en grand. Quand Emory a fait glisser le document final sur son bureau, mon monde entier a basculé. Ce n'était pas seulement une contre-attaque. C'était une déclaration de guerre. Elle n'a rien dit au début. Ses yeux ont juste croisé les miens avec une sorte de fureur tranquille. Je voyais qu'elle n'avait pas dormi. Ils l'ont déposée vers 3h20 ce matin, a-t-elle dit. Une injonction d'urgence. Ils allèguent que vous avez stratégiquement contraint votre mère, saisi ses biens et gelé leur accès aux nécessités de base. J'ai regardé l'entête en gras. Requête de protection d'urgence contre l'exploitation financière. Les mots brûlaient. Ils transforment tout ce que j'ai fait pour elle en une arme, ai-je murmuré. Et ils n'ont pas fini, a-t-elle dit d'un ton sombre, en attrapant son ordinateur portable. Elle a tourné l'écran vers moi. C'était un titre sur un site d'information local de Dallas, l'un de ceux qui marchaient sur la ligne entre le journalisme et les commérages. Un fils riche exploite une mère vulnérable dans un stratagème financier qui dure depuis des décennies. J'ai lu les premières lignes. Il me dépeignait comme un manipulateur, un homme qui utilisait la fragilité de sa mère pour siphonner sa richesse et contrôler son patrimoine.
Ils citaient des sources proches de la famille. Ils ont publié des captures d'écran retouchées, des messages textes déformés hors de leur contexte et un registre qui ressemblait au mien, à l'exception des dates modifiées et des transferts gonflés. Il y avait même des photos, une de moi aidant ma mère à sortir d'une voiture, une autre d'elle assise tranquillement sur un banc, regardant au loin. Ils avaient choisi chaque image pour suggérer l'isolement, la fragilité. Au moment où j'ai fait défiler la moitié de la page, mon téléphone a commencé à vibrer. 2 textos, puis 6, puis 23. Des partenaires commerciaux, des clients, des personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Est-ce vrai? Que se passe-t-il? Vous devez prendre les devants. Le nœud dans ma poitrine pulsait comme un fil sous tension. Ils essaient d'effacer qui je suis, ai-je dit à voix basse. Emory a claqué son stylo sur le bureau. Alors, nous ne leur laissons pas le temps de respirer. Elle a attrapé un bloc-notes juridique et a commencé à griffonner. Nous déposons une demande d'annulation d'urgence, de diffamation, de traçage financier, tout cela aujourd'hui, tout de suite. J'ai hoché la tête lentement, la tempête en moi se transformant en quelque chose de plus froid, de plus clair. Il voulait me détruire avec du bruit, ai-je dit. Il est temps que je parle, en fait. En milieu de matinée, nous étions au palais de justice. Le couloir bourdonnait de conversations à voix basse, de papiers qui traînaient et de pas étouffés. De l'autre côté du couloir, je les ai vus. Arlon dans son veston habituel, les bras croisés comme s'il posait pour une couverture de magazine. Daxton se tenait à un demi-pas derrière lui, murmurant quelque chose. Arlon a souri plus largement. Je n'ai pas bronché, j'ai juste respiré. Inspiré, expiré. Ils n'étaient pas là pour plaider une cause. Ils étaient là pour le spectacle. Un greffier nous a appelés dans une salle de conférence latérale. C'est alors que j'ai ouvert mon sac et que j'ai sorti le classeur noir que je transportais tranquillement depuis 2 décennies. Il avait l'air banal. Des bords usés, un coin craqué. Mais à l'intérieur se trouvait chaque reçu, chaque paiement hypothécaire, chaque chèque de scolarité, chaque course à l'épicerie que j'avais couverte de 2003 à cette année même. Chaque sacrifice qu'ils avaient revendiqué comme leur droit. J'avais la preuve. J'ai fait glisser le classeur vers Emory. Ses yeux ont parcouru les premières pages, puis se sont écarquillés. Ce n'est pas seulement une défense, a-t-elle dit, la voix étouffée. C'est un coup de grâce. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un coup de poing. C'est la vérité. 10 minutes plus tard, Arlon et Daxton sont entrés dans la pièce. Arlon parlait déjà avant de s'asseoir. On nous a conseillé de demander une injonction complète. Emory l'a interrompu. Calme, précis. Je vous suggère d'arrêter de parler, a-t-elle dit, en faisant glisser le classeur vers l'avant, et de regarder. Arlon a ri. Qu'est-ce que c'est? Un album de coupures? Il a feuilleté la première page. Le sourire s'est éteint sur son visage. Daxton s'est penché, et son teint s'est vidé. Journaux de paiement rapide. Images de chèques. Notes de ma main, copie de factures adressées à moi, déclaration de revenus, assurance, autorisation de soins de santé, procuration d'avant même qu'il ne sache ce que ce terme signifiait. Rangée par rangée, page par page. Je me suis penché en avant, la voix stable. Chaque dollar que vous avez dépensé était le mien. Chaque luxe que vous avez revendiqué, le mien. Chaque mensonge que vous racontez prend fin aujourd'hui. Daxton a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Arlon a regardé Emory. C'est manipulé. Vous ne pouvez pas simplement. Emory n'a pas bronché. Si vous continuez, je déposerai des accusations de fraude au niveau fédéral pour les documents falsifiés que vous avez divulgués à la presse et pour l'exploitation des personnes âgées au nom de votre client. Arlon a cligné des yeux. Il a essayé à nouveau. Nous avons été induits en erreur. Nous ne savions pas, vous saviez exactement, ai-je dit. Vous avez utilisé mon silence pendant des années. Vous pensiez que cela signifiait de la faiblesse. Je me suis levé. Aujourd'hui, cela signifie que vous n'avez plus d'endroit où vous cacher. L'air a changé dans cette pièce. Le genre de changement qui se produit lorsque les mensonges cessent de fonctionner. Lorsque les personnes qui parlaient toujours plus fort se retrouvent soudainement à court de mots. Pour la première fois de ma vie adulte, je l'ai ressenti. Pas de la rage, pas de la vengeance, juste du pouvoir. Propre, mérité.
Je suis sorti du palais de justice avec Emory à mes côtés. Le ciel s'était dégagé, bleu, ouvert, calme. Je pensais que la guerre était finie jusqu'à ce que l'appel arrive et que tout change. Quand mon téléphone a sonné et que j'ai entendu la voix tremblante de ma mère, j'ai su que le coup final n'avait pas encore été porté. Elle chuchotait, tremblante, essoufflée. Il est dehors, Rowan. Il est à la porte. Il cogne et crie. Je n'ai pas ouvert. Je n'ai rien dit. J'attrapais déjà mes clés. Éloignez-vous de la porte. Fermez-la à clé. Je suis en route. La descente en ascenseur du parking du palais de justice a semblé durer une éternité. Au moment où j'ai atteint ma voiture, j'avais déjà appelé l'entrepreneur en sécurité de mon entreprise. Ils étaient à 2 pâtés de maison de l'appartement de Marlo et se déroutent immédiatement. Je n'allais pas la laisser affronter ça seule. Pas encore. La circulation était floue. J'ai à peine remarqué les lumières ou les coups de klaxon. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était sa voix, brisée, effrayée, essayant d'être courageuse. Lorsque je suis arrivé dans sa rue, je l'ai repéré instantanément. Arlon était devant son logement, criant à la porte comme un possédé. « Espèce de sorcière ingrate », a-t-il crié. « Vous avez laissé ce garçon vous monter contre moi. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné un nom, une maison, une vie. » Daxton se tenait derrière lui, voûté, les bras croisés sur sa poitrine. Il ne criait pas. Il ne regardait même pas sa porte, il se contentait de regarder dans le vide comme s'il voulait disparaître. Je me suis garé de travers sur le trottoir et je n'ai même pas fermé la portière de la voiture derrière moi. La sécurité est arrivée quelques secondes plus tard, s'est interposée entre moi et Arlon sans avoir besoin d'instructions. Ils étaient calmes, entraînés, mais prêts. La voix de Arlon s'est brisée quand il m'a vu. « C'est vous qui avez fait ça. Tout allait bien jusqu'à votre retour. Vous étiez censé rester parti. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas fait un pas en avant. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, et vous étiez censé la traiter comme un être humain. » Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Il s'est approché de moi, les yeux sauvages, mais ma sécurité est intervenue et l'a retenu. Il n'a pas été blessé, juste arrêté, maîtrisé. Et pour la première fois, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment. Pas puissant, pas en contrôle, juste bruyant et effrayé de perdre les mensonges autour desquels il avait construit sa vie. Les sirènes ont retenti dans le quartier quelques instants plus tard. Les voisins les avaient appelés. 2 policiers se sont approchés, calmes mais alertes. Ils ont recueilli des témoignages des voisins de Marlo, de moi, des gardes. Un policier a demandé à Arlon de s'écarter. Arlon a refusé, a essayé de prétendre qu'il s'agissait d'un malentendu. Puis le policier a sorti un papier de son dossier. Le dépôt d'urgence d'Emory. Ordonnance de protection signifiée. Valide. L'arrestation n'a pas été spectaculaire. Pas de menottes qui claquent. Juste une lente prise de conscience sur le visage de Arlon lorsqu'ils ont placé ses mains derrière son dos et l'ont conduit à la voiture de patrouille. Daxton n'a pas dit un mot. Lorsque la voiture s'est éloignée, je me suis retourné vers le bâtiment. La porte s'est ouverte lentement. Marlo se tenait là dans sa robe de chambre, frêle mais droite. Sa voix m'atteignait à peine. Je ne voulais rien de tout ça, Rowan. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je me suis approché d'elle, stable et calme. Ce n'était pas de votre faute, ai-je dit. Rien de tout ça. Elle a tendu la main vers la mienne, et je l'ai prise doucement. Nous sommes restés comme ça un moment, juste à respirer. À l'intérieur, elle s'est installée sur le canapé. L'endroit était bien rangé, calme, rempli d'une douce lumière provenant de la fenêtre. Sur la table basse, quelque chose a attiré mon attention. Un petit bracelet en plastique, décoloré, déformé. Le bracelet d'hôpital du jour de ma naissance. Je m'en souvenais de mon enfance. Elle avait l'habitude de le garder dans une boîte à bijoux cachée derrière de vieilles lettres. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Je l'ai ramassé. Il était encore marqué de mon nom. Toujours daté. Une sorte de preuve silencieuse. Et soudain, tout le bruit s'est estompé. Tous les procès, les accusations, la trahison. Il a rétréci à côté de ce minuscule rappel de ce que j'avais été pour elle, de la raison pour laquelle je m'étais battu, de ce qu'aucun d'eux ne pouvait toucher. Elle m'a remarqué en train de le tenir.
Je l'ai gardé, a-t-elle dit, même après tout, parce que peu importe la gravité des choses, ce jour était le mien. Juste le mien. Je me suis assis à côté d'elle, tenant toujours le bracelet. Je pensais que vous étiez resté avec lui parce que vous vous en fichiez, ai-je dit. Je pensais que vous me reprochiez peut-être d'être parti. Elle a secoué la tête, les yeux larmoyants. Je suis resté parce que j'avais peur d'être seul, de ne pas être à la hauteur. Je pensais que vous étiez passé à autre chose, que vous vouliez de l'espace par rapport à tout ça. Et voilà, la vérité. Nous avions tous les deux gardé le silence pour la même raison, pensant que notre absence protégeait l'autre. Pendant ce temps, Arlon avait prospéré dans cet espace entre nous. Mais plus maintenant. Plus tard dans la soirée, de retour chez moi, Emory a appelé. Le tribunal a tout examiné, a-t-elle dit. Les médias commencent à revenir sur leur couverture, et votre entreprise vient de publier une déclaration innocentant votre nom. Ça change. Je l'ai remercié. Daxton, ai-je demandé. Elle a hésité. Pas encore d'accusation, mais il est impliqué. Pourrait faire face à une poursuite civile plus tard. J'ai expiré. Je ne détestais plus Daxton. Pas plus. Il était un produit du monde de Arlon, mais il ne me devait plus rien maintenant, juste de la distance. Après l'appel, j'ai versé une tasse de café et je suis sorti sur le balcon. La ligne d'horizon de Dallas clignotait au loin, en verre et en acier sous le poids du crépuscule. L'air était différent maintenant, plus léger. Dans ma main, je tenais toujours le bracelet d'hôpital. Il était usé, petit, mais il avait survécu tout comme nous. Et j'ai pensé à ce que signifiait réellement la survie. Pas seulement endurer, mais choisir enfin de vivre avec des limites, avec la vérité, avec dignité. Vous pouvez donner à quelqu'un tout, votre argent, votre temps, votre paix, mais au moment où il transforme votre gentillesse en une arme, c'est à ce moment-là que vous reprenez votre vie. Et je l'avais fait. Mais il y avait une chose que je devais encore faire. Une conversation que j'avais évitée depuis 20 ans.